Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans e-École. Un plaisir d'être avec là tous les jours du lundi au vendredi pour vous faire aider, aimer la littérature, les sciences, la philosophie, etc. En tout cas, nous sommes là depuis le mois de mars pour aider les apprenants à déconfiner les esprits en cette période de confinement. Comme c'est le premier numéro de la semaine, nous allons démarrer sur les chapeaux de roue avec un professeur de philosophie, Cheikh Mohamedou Bamba Samb. Bonjour. Bonjour, Papa Lune. Bonjour, une fois n'est pas coutume, dit-on souvent, et aujourd'hui vous êtes là pour remplacer le professeur Songué Diouf, que nous saluons d'ailleurs, et il nous regarde certainement, et on vous dit, professeur, revenez quand vous voulez. Et comme un élève terrible, je taquine un professeur sage. La philosophie, c'est comme le virus, elle n'a pas de frontières, elle s'intéresse à tout, elle touche à tout. Aujourd'hui, nous allons parler des relations qui existent entre la philosophie et la science et, comme on dit, des faux bons amis peut-être. Effectivement, Papa Lune, et vous êtes philosophe apparemment, parce que, comme vous dites, la philosophie n'a pas de frontières. Oui. Et ce sujet-là va concerner ce qu'on va dire tout à l'heure. Pourquoi elle n'a pas de frontières? Parce qu'elle ne se donne pas un objet d'étude bien défini ou limité. Elle prétend réfléchir sur la totalité de l'expérience humaine. De ce point de vue, son objet d'étude est global et qu'elle réfléchit sur tout ce qui touche à l'être humain, tout ce qui concerne l'être humain est pris en charge par la réflexion philosophique. Oui. Raison pour laquelle nous allons aujourd'hui essayer de parler des relations que la philosophie entretient avec la science. Mais il faut d'ores et déjà dire que complexes sont les rapports que la philosophie entretient avec la science. Ah bon, on pense que les deux matières se basent sur la raison. On dirait que ces deux matières-là sont des amis. Effectivement. Oui. Raison pour laquelle je dis que les relations sont complexes. Pourquoi? Parce que nombreux sont ceux qui pensent que philosophie et science sont deux disciplines opposées, voire contraires ou contradictoires. Or, je commence par dire que historiquement, ces deux disciplines ont cheminé ensemble pendant plusieurs siècles. Excusez-moi un peu. Oui, allez-y. Et donc, du 6e siècle. Et là, nous sommes dans la dimension historique, c'est ça? Nous sommes dans la dimension historique. Nous voulons montrer que la philosophie et la science, en fait, sont nées toutes deux à la même époque et ont cheminé ensemble pendant longtemps. Du 6e siècle avant Jésus jusqu'au 17e siècle, philosophie et sciences ont cheminé ensemble. Et on les considérait comme étant une seule et même discipline. Pourquoi? Parce que la philosophie se définissait comme connaissance de la totalité. Et que l'ensemble des branches ou des démembrements de l'activité scientifique se trouvaient au sein de la philosophie. Et que donc toutes les pensées d'ordre rationnel, que ce soit la chimie, que ce soit la physique, que ce soit l'astronomie, la géométrie et les mathématiques, étaient des branches à part entière de la philosophie. Et il y a beaucoup de preuves qui peuvent justifier ce que nous disons. C'est que les pères fondateurs de la philosophie, comme Thalès, comme Pythagore, on les connaît plus même en tant que mathématiciens et géomètres qu'en tant que philosophes. Et pourtant, ce sont les précurseurs de cette discipline qu'on appelle la philosophie. Ceci en dit long. Je peux citer autre chose. On nous dit que Platon avait écrit au fronton de son académie que nul n'entre ici s'il est géomètre. Ce qui signifie que donc, on ne faisait pas de distinction entre la philosophie et la géométrie. Et que pour être philosophe, il fallait être géomètre. Que signifie être géomètre ici? Cela veut dire avoir le sens de la mesure. Donc, historiquement, la philosophie et la science ont cheminé pendant plusieurs siècles, et c'est pendant plus de 20 siècles. Et c'est à partir du XVIIe siècle qu'une rupture est apparue. Rupture, pourquoi? Parce que les sciences finissent par s'émanciper et revendiquer leur indépendance vis-à-vis de la philosophie. Et ainsi, le fait qu'elles ont cheminé ensemble fait qu'elles partagent même des caractéristiques communes. Lesquelles? Lesquelles, on va dire par exemple que la philosophie et la science sont toutes deux des activités qui se basent sur la rationalité. Elles sont toutes deux rationnelles. Cela veut dire qu'elles n'acceptent que ce que la raison accepte. Tout ce que la raison n'accepte pas, tout ce qui ne peut pas être pris en charge ou appréhendé par la raison n'est pas appréhendé ni par la philosophie ni par la science. Et c'est pourquoi je taquine souvent les apprenants en leur disant que, attention, vous ne voyez jamais la science parler de Dieu, vous ne voyez jamais la science parler de l'au-delà, du paradis et de l'enfer. Pourquoi? Parce que c'est des réalités qui souvent dépassent la rationalité. La science ne prend en charge que les réalités qui sont d'ordre rationnel. La philosophie, nous le savons, elle se base uniquement sur la raison et tout ce qui sort du domaine de la rationalité sort du domaine de la philosophie. Donc philosophie et science partagent toutes deux la rationalité.
totalité. Donc, pour résumer un peu, du 6e siècle jusqu'au XVIIe siècle, le philosophe était celui qui avait un savoir encyclopédique, c'est-à-dire que celui qui engageait en son sein beaucoup de matière, mais au XVIIe siècle, ça a émergé. Et pourquoi le XVIIe siècle, la science a-t-elle émergé? Qu'est-ce qui a suscité cet émergement? Oui, parce que le XVIe siècle marque un tournant décisif dans l'histoire de la pensée humaine. Oui. Nous savons qu'il va y avoir le siècle des Lumières qui va commencer à venir. Il y a pas mal de découvertes qui vont apparaître au XVIIIe siècle et qui fait que les sciences commencent à s'agrandir, trouver des méthodes propres et elles vont devenir spécifiques. Spécifiques pourquoi? Parce qu'elles vont, entre guillemets, créer une rupture avec cette philosophie qui se voulait encyclopédique et qui voulait réfléchir sur tout. Les sciences commencent maintenant par définir leurs objets d'étude propres et leurs méthodes propres. Ce qui fait qu'elles étaient obligées de sortir un peu du domaine de la philosophie qui était considéré comme connaissance de la totalité, mais maintenant qui va devenir juste une réflexion sur la totalité. Or, il y a une petite nuance entre réfléchir sur la totalité et connaître la totalité. Et donc, cette histoire-là, c'est ce qui a poussé Aristote à dire que le philosophe, c'est celui qui détient la totalité du savoir dans la mesure du possible. Et que donc, chez Aristote, on voit que la philosophie est un savoir encyclopédique qui réunissait et qui renfermait l'ensemble des branches de l'activité scientifique, l'ensemble des branches de la connaissance humaine, mais rationnelle. Je dis bien rationnelle. Parce que quand on dit que la philosophie englobait toutes les connaissances, ça peut prêter à confusion. On peut penser que peut-être quelque chose comme le mythe, comme la religion, étaient des branches de la philosophie. Or, tel n'est pas le cas. Quand nous disons que la philosophie englobait l'ensemble des branches de la connaissance humaine, nous parlons de la connaissance humaine rationnelle. C'est pourquoi on l'appelait même la pensée rationnelle tout court, et qui englobait la science en son sein. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais à partir du 7e siècle maintenant, cette rupture va apparaître et les sciences vont créer leur propre objet d'étude, se spécifier, créer leur propre démarche, leur propre méthode et avoir même leurs propres résultats. D'où donc la différence qui va exister entre la philosophie et la science et on va en parler tout à l'heure. Donc, est-il possible de couper le cordon ombilical qui existe entre la philosophie et la science? Et pas du tout. C'est pourquoi dans la troisième partie de notre leçon, nous allons parler d'une certaine complémentarité qui existe entre la philosophie et la science. Parce qu'aucune de ces connaissances ne parvient à prendre l'ensemble des dimensions de la vie humaine, il faut le dire. Pourquoi? Parce que toutes les connaissances sont limitées et je veux en parler parce que la science est considérée comme connaissance certes exacte, une connaissance qui prouve ses résultats, une connaissance qui est fiable, qui est rigoureuse, objective, mais elle n'est pas une panacée, elle ne répond pas à toutes les questions de l'homme. Raison pour laquelle elle a besoin d'être complétée et ça va nous permettre de parler de cette complémentarité entre la philosophie et la science. Mais j'aimerais continuer avec les caractéristiques communes entre la philosophie et la science. J'ai parlé de rationalité, donc elles sont toutes deux rationnelles, mais je vais parler de la critique parce que toutes les deux connaissances posent des questions, elles remettent en question, elles évaluent, elles jugent l'objet qu'elles veulent essayer de comprendre. Donc la critique aussi est une caractéristique commune entre la philosophie et la pensée scientifique. Je veux dire par là que quand le scientifique cherche à connaître une réalité, il est obligé de poser des questions, il est obligé d'évaluer, il est obligé de juger, il est obligé d'opérer un discernement. Et la critique n'est rien d'autre qu'une évaluation qui permet de discerner le vrai et le faux. Et tout le monde sait que la philosophie est par essence une réflexion critique. Donc au même titre que la science, elle aussi, elle critique. Mais même si la science critique, elle ne critique pas les mêmes réalités que les réalités que la philosophie critique. C'est-à-dire Je veux dire par là que leurs objets de réflexion ne sont pas toujours les mêmes. Parce que la science s'intéresse au réel et souvent au réel physique, au réel palpable, au réel matériel. Or, la philosophie souvent réfléchit sur des choses abstraites, sur des choses qui dépassent le monde matériel dans lequel nous vivons. La métaphysique, par exemple. Très bien. La métaphysique, par exemple. Quand la philosophie réfléchit sur Dieu, quand la philosophie réfléchit sur l'âme, elle remet en question, elle évalue, elle juge ces réalités qui sont d'ordre métaphysique et qui dépassent peut-être l'aspect physique ou l'aspect matériel de la vie. La science, elle, comme elle se veut, une connaissance qui part souvent de l'observation, elle ne peut pas réfléchir sur ces réalités parce qu'on ne pourrait pas observer Dieu, on ne va pas pouvoir observer l'âme, on ne va pas pouvoir observer la vie après la mort, par exemple. C'est pourquoi la science se limite souvent sur les réalités d'ordre matériel. Pourquoi? Parce que c'est le point de départ de sa recherche qui constitue l'observation, qui ne lui permet pas de réfléchir sur les réalités d'ordre métaphysique. Exactement. Ensuite, elles sont toutes deux des activités désintéressées. Qu'est-ce que je veux dire par activité désintéressée? Le qualificatif vaut bien d'être élucidé. Effectivement. Ce que je veux dire par activité désintéressée, c'est qu'elles ne sont, essentiellement par là, elles ne sont pas liées à une utilité matérielle. Elles ne sont pas là pour créer. Quand le savant entre dans son laboratoire, son objectif, ce n'est pas de produire quelque chose, ce n'est pas de créer quelque chose. Son objectif, c'est de comprendre. Son objectif, c'est de rendre compte. Son objectif, c'est de justifier, c'est de permettre à élucider quelque chose, une réalité. Par exemple, je veux dire par là que
Le savant, dans son laboratoire, il cherche à expliquer la réalité. Il satisfait un besoin, mais un besoin intellectuel, c'est-à-dire le besoin de comprendre, le besoin de connaître. Il n'est pas dans le laboratoire pour produire un téléphone portable. L'amalgame mérite d'être levé. Ah bon? Ah bon? Ce n'est pas le scientifique, en réalité, qui crée le téléphone portable. C'est à partir de ces découvertes, à partir de ces connaissances, que celui qu'on appelle le technicien va maintenant pouvoir créer le téléphone portable. Oui. Et c'est ça qui permet de dire qu'attention, on va le dire, la science observe une certaine neutralité axiologique. Je veux dire qu'elle est Quand on parle de l'axiologie, c'est par rapport aux valeurs du bien et le mal. Très bien. Oui. Et souvent, on entend certaines personnes dire une science bonne, une science mauvaise. Or, la science est dépourvue de valeurs morales. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle ne cherche qu'à comprendre, elle ne cherche qu'à expliquer, elle ne cherche qu'à donner des connaissances. Oui. Or, une connaissance, tant qu'elle est connaissance, elle ne peut pas créer une bombe atomique. Une connaissance, tant qu'elle reste connaissance, elle ne peut pas guérir. Il faut nécessairement une application de cette connaissance par le biais de la technique qui va permettre maintenant de parler de choses bonnes ou de choses mauvaises. Cela veut dire que donc on va parler d'une bonne utilisation des connaissances scientifiques ou bien d'une mauvaise utilisation des connaissances scientifiques. Et là, ce n'est plus le scientifique, c'est le technicien en réalité. Donc, et nous disons souvent aux apprenants, attention, le premier résultat attendu par le savant dans son laboratoire, c'est de comprendre et non pas d'agir. Cela veut dire que le savant, dans son laboratoire, il cherche la connaissance. Le savant, dans son laboratoire, il cherche à expliquer, à faire comprendre la réalité. Il ne cherche pas à créer, il ne cherche pas à inventer quelque chose. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais ce que nous voulons dire, c'est juste que donc, attention, la science est une activité désintéressée, elle n'est pas née pour agir, elle n'est pas née pour créer, elle est née pour expliquer, elle est née donc pour satisfaire un besoin intellectuel. Oui. C'est pourquoi elle est une théorie. Elle est une théorie. Théorie pourquoi? Parce qu'elle cherche juste à satisfaire le besoin intellectuel de l'être humain. Donc, je dis qu'elles sont toutes deux rationnelles, elles sont toutes deux critiques, elles sont des activités désintéressées. Elles ont cheminé ensemble pendant plusieurs siècles, mais cependant, on ne saurait les confondre. Raison pour laquelle il est nécessaire de procéder à une différenciation entre la philosophie et la science. Et c'est le grand 2 de ces leçons, c'est-à-dire les caractéristiques de la philosophie et de la science, c'est ça? Tout à fait, qui différencie ces deux modes de connaissance. Oui. Excusez-moi un peu. Allez-y. Donc, en dehors de leurs caractéristiques communes, on peut les différencier à travers plusieurs réalités. D'abord, nous pouvons dire que la science et la philosophie peuvent être différenciées d'abord par leur objet d'étude. Vous l'avez dit tout à l'heure, la philosophie a un objet d'étude qui est global. Elle s'intéresse à la totalité de l'expérience humaine. Elle réfléchit sur tout ce qui concerne l'être humain. Elle n'épargne aucun domaine de connaissance. Elle réfléchit sur tout ce qui concerne l'être humain. Elle réfléchit sur elle-même. Elle réfléchit sur elle-même. Or, une science ne peut être dite science que lorsqu'elle parvient à délimiter précisément son objet d'étude. Cela veut dire qu'avant d'être science, il faut que cette science parvienne d'abord à réussir à délimiter son objet d'étude. C'est la raison pour laquelle même, il n'y a pas une science, il y a des sciences particulières. Et chacune de ces sciences prend en charge un objet précis de la réalité. Je veux dire par là que quand la philosophie réfléchit sur le réel, elle prend en charge le réel dans sa totalité. Quand la science prend en charge le réel, elle découpe le réel, pour ne pas dire elle va compartimenter le réel, en plusieurs branches, en plusieurs objets d'étude. Et je prends l'exemple de la médecine. Quand la médecine étudie le corps humain, les pathologies humaines, il y a chaque branche de la médecine qui étudie une partie du corps humain. L'ophtalmologie va s'occuper des yeux, par exemple. La pneumologie va s'occuper des poumons. La cardiologie va s'occuper du cœur. C'est comme ça que ça se passe. La science, donc, elle a toujours, on va dire, une connaissance scientifique, a toujours un objet d'étude précis, pour ne pas dire spécifique. Or, la philosophie, elle, a un objet d'étude global. Elle réfléchit sur la totalité du réel. Donc, leurs objets d'étude ne sont pas les mêmes. Ensuite, on peut les différencier à travers leurs méthodes. Quand je parle de leurs méthodes, je veux dire qu'elles ont des méthodes différentes. On peut parler donc de leurs démarches. Elles n'ont pas les mêmes démarches. Pourquoi elles n'ont pas les mêmes démarches? Parce qu'en réalité, on dit souvent que la science, et j'insiste surtout sur la science, pourquoi? Parce que le cours sur la philosophie a été déjà fait et on a parlé de ses caractéristiques. La science s'appuie sur ce qu'on appelle l'objectivité.
qui est une caractéristique fondamentale de la pensée scientifique. Mais que signifie objectivité? Que faut-il entendre par objectivité? En réalité, la science a un principe, c'est ce qu'on appelle la fidélité aux faits. Quand le scientifique étudie une réalité, il cherche à opérer une certaine distance, une impartialité par rapport à l'objet qu'il étudie. Cela veut dire quoi? Que l'objectivité de la science signifie la reconnaissance de l'existence de l'objet, mais indépendamment du sujet. Je veux dire par là que quand le scientifique étudie par exemple le téléphone portable, il fait tout pour observer une neutralité et une distance. Il va dire ce qu'il voit dans le téléphone portable. C'est pourquoi on dit que objectivité signifie dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que le scientifique, quand il entre dans un laboratoire, il se démarque de ses considérations religieuses, politiques, sociales. Ce qui intéresse aux scientifiques, c'est l'objet d'étude. Tout à fait. Oui. Il se démarque de tout ce qui est passion, tout ce qui est goût, tout ce qui est intérêt, tout ce qui est idéologie ou croyance religieuse. Oui. Je taquine souvent mes apprenants en leur disant c'est la raison pour laquelle si vous regroupez des scientifiques dans un laboratoire, quelle que soit leur obédience religieuse, quel que soit leur parti politique, quelle que soit leur race, quelle que soit leur langue, vous leur demandez d'étudier le corps humain, ils vont se retrouver avec des résultats, je vais dire, ils vont se retrouver avec les mêmes résultats. Ils vont se retrouver avec des résultats universels. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de contradiction en science, mais le propre de la science, c'est de permettre le consensus et l'accord. Pourquoi ils vont se retrouver avec les mêmes résultats? Parce que personne parmi ces scientifiques ne va dire ce qu'il veut, ce qu'il aime ou ce qu'il souhaite. Ils vont se limiter à dire l'objet tel qu'il est, raison pour laquelle on parle d'objectivité. Donc que faut-il entendre encore une fois par objectivité? C'est la reconnaissance de l'existence de l'objet, mais indépendamment du sujet. Cela veut dire que donc l'objet existe, mais l'objet ne dépend pas du sujet pour exister. Et quand le scientifique étudie cet objet-là, il fait tout pour garder une certaine distanciation, une certaine neutralité, une impartialité pour dire les choses telles qu'elles sont. Exactement. Donc la science se veut objective. Or, tout le monde sait que quand on parle de philosophie, elle est accompagnée de ce qu'on appelle un caractère personnel. Subjectif, raison pour laquelle on dit souvent il y a autant de philosophie que de philosophes. Pourquoi? Parce que la philosophie de Kant est, entre guillemets, la vision du monde de Kant. Cela ne veut pas dire que le philosophe, il est subjectif, il dit ce qu'il veut. Parce que toute philosophie aussi vise une portée universelle. Oui. Mais on ne peut pas quand même séparer le philosophe de la philosophie. C'est la raison pour laquelle on dit que toute philosophie porte la marque de son auteur. C'est pourquoi on parle de la philosophie de Platon, de la philosophie de Thalès, de la philosophie de Kant. Mais quand on parle de la science, il y a cette portée universelle. Pourquoi? Parce que la science se veut objective. C'est de cela qu'il s'agit. On dit souvent que le scientifique n'intéresse pas la science. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'en réalité, il est musulman, le scientifique, il est chrétien, il est athée. Ça ne nous intéresse pas en réalité. Ce qui est important, ce sont les résultats qu'il donne et ces résultats se veulent des résultats objectifs. C'est pourquoi on dit que la science, elle est caractérisée par l'objectivité, la philosophie est caractérisée par un caractère personnel, une certaine subjectivité. Attention, l'objectivité de la science n'est pas absolue. Elle n'est pas absolue, pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est l'être humain qui étudie. Et tout le monde sait que, qui qu'en soit son auteur, l'œuvre humaine recèle toujours des imperfections. C'est-à-dire qu'il peut y avoir souvent une part de subjectivité dans la connaissance scientifique. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, en dehors de cette objectivité, il y a autre chose qui les différencie. Je peux effacer? Oui. Donc, il y a une autre caractéristique qui différencie la philosophie et la science. C'est ce qu'on appelle l'universalité. Quand on parle souvent de résultats philosophiques ou de vérité philosophique, on parle de relativité ou de relativisme. Cela veut dire qu'une connaissance philosophique n'est pas la même pour tout le monde. Quand on appelle des philosophes à réfléchir sur un thème bien déterminé, on se rend compte souvent qu'il y a désaccord, qu'il y a manque de consensus, qu'il y a contradiction. La contradiction est une caractéristique fondamentale de la pensée philosophique. Or, quand on parle de connaissance scientifique, une vérité scientifique est caractérisée par son universalité. Qu'entendons-nous par universalité? Cela veut dire qu'une vérité scientifique est la même pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle prend les allures d'une loi. Et dès l'instant que c'est une loi, donc elle s'impose à tout le monde. Elle s'impose à tout le monde. Pourquoi? Parce que les critères qui permettent même de trouver cette connaissance, ce sont ces mêmes critères qui font que cette connaissance est acceptée par l'ensemble des êtres humains, la communauté des scientifiques. Et c'est pourquoi une vérité scientifique transcende les frontières. On va dire que la science n'est pas assujettie à des contingences géographiques, à des contingences historiques. La science n'a pas de frontières. Elle n'a pas de frontières. Une vérité scientifique, elle est la même pour tout le monde. Pourquoi? Parce que la science se veut universelle et que donc toute connaissance scientifique va être valable par tout le monde.
Donc la science, elle est caractérisée par son universalité, là où quand on parle de connaissances philosophiques, il y a souvent le relativisme de ces vérités, il y a souvent la subjectivité, il y a souvent les désaccords, il y a souvent le manque de consensus qu'on retrouve souvent dans la pensée philosophique. Contrairement à la pensée. Donc il y a un jeu qui se pose à nous. Effectivement. Pour parler plus simple. Effectivement. Il y a un jeu qui se pose à nous. Effectivement. On dit souvent que la science, c'est nous, et la philosophie, c'est je. Pour dire, ce que je veux dire, c'est que, comme le dit quelqu'un qui s'appelle Gaston Bachar, la science, c'est l'union des travailleurs de la preuve. Il dit l'union. Une belle définition. Des travailleurs de la preuve. Et le mot union est important ici. Parce que quand il dit union, cela veut dire un regroupement. Le consensus est là, il y a donc l'accord, et que donc, ces travailleurs-là, cela veut dire les scientifiques travaillent autour de la preuve. Et dès l'instant qu'il y a la notion de preuve, il ne peut plus y avoir de discorde, de divergence ou de contradiction. Parce que quand on nous dit est-ce que 1 plus 1 égale 2, on vérifie, on dit qu'un téléphone portable plus un autre téléphone portable égale 2, la preuve est là, donc il n'y a plus lieu d'avoir des contradictions. Pourquoi? Parce que cette vérité, elle est objective, elle est universelle, raison pour laquelle Bachelard dit que la science, c'est l'union des travailleurs de la preuve. De ce point de vue-là, on voit nettement que la philosophie n'est pas la science. Pourquoi? Parce que cette caractéristique dont nous parlons, qui s'appelle l'universalité, différencie la science et la philosophie. Il y a autre chose qui peut les différencier, on en a déjà parlé, c'est ce qu'on appelle la neutralité axiologique de la science. Et ça pose une interrogation, c'est-à-dire, est-ce que le scientifique est absolument neutre? Est-ce que la science est catégoriquement neutre? Le scientifique est d'abord un être humain, avant tout. Et merci Pavalune. Je me rappelle d'un sujet du baccalauréat qu'on avait donné aux élèves il y a quelques années de cela. Le sujet disait, y a-t-il une part de subjectivité dans la science? Y a-t-il une part de subjectivité dans la science? Cela veut dire, on veut dire, est-ce que cette objectivité dont nous parlons, cette neutralité dont nous parlons, elle est absolue? En réalité, elle ne peut pas être absolue parce qu'encore une fois, la science, elle est humaine. Et dès l'instant qu'elle est humaine, elle est faillible. Elle commet des erreurs. Raison pour laquelle le scientifique, la neutralité, l'universalité, l'objectivité n'est qu'un idéal vers lequel tend le scientifique. Et il tend fermement vers cet idéal, mais il ne pourra pas le réaliser de manière absolue parce que c'est un être humain. C'est la définition du mot idéal d'ailleurs. Effectivement. On tend vers quelque chose qu'on ne saurait jamais atteindre de manière absolue. Donc la neutralité axiologique n'est pas absolument garantie. Même si maintenant, quoi qu'on puisse dire, le savant s'évertue et s'efforce de tout faire pour garder cette neutralité axiologique. Quand nous parlons de neutralité axiologique ici, nous convoquons la dimension morale. Et nous l'avons dit au début, il n'y a pas de mauvaise science ou de bonne science. La science est une connaissance, or toute connaissance est utile. Mais il peut y avoir maintenant une mauvaise utilisation de la science ou une bonne utilisation de la science. Et dès l'instant que le mot utilisation apparaît, on sort du domaine, entre guillemets, de la connaissance scientifique pour entrer dans le domaine de ses applications qui relèvent de la technique. Donc la science, elle cherche donc à s'écarter de tout ce qui est valeur morale, elle cherche à s'écarter de tout ce qui est bien ou mal, elle ne fait qu'expliquer le réel et de manière objective. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, et la science, elle est objective, elle est universelle, elle est aussi... Elle observe une certaine neutralité axiologique, ce qui la différencie de la pensée philosophique. Mais on peut citer autre chose qui les différencie, ce sont les types de résultats qui existent entre la philosophie et la science. Elles n'ont pas les mêmes résultats. Elles n'ont pas les mêmes résultats, pourquoi? Parce que quand la philosophie pose une question, elle donne certes des réponses, mais tout le monde sait que les réponses philosophiques sont des réponses qui vont encore devenir de nouvelles questions. Elles ne sont jamais exactes. Elles ne peuvent pas être prouvées de manière matérielle. Quand la science pose des questions et fait des recherches, elle aboutit à des résultats, mais à des résultats apodictiques. Qu'est-ce qu'on entend par résultat apodictique? Cela veut dire résultat prouvé. Et souvent prouvé par quoi? Par l'expérience. On dit, et j'aime bien cette formule, la science prouve ses dires. Elle prouve ses dires. La science prouve ses dires, cela veut dire que la science, elle fait tout pour qu'elle n'avance rien qui ne peut être prouvé.
Et c'est pourquoi souvent les théories scientifiques, on les confronte avec la réalité. C'est ça qu'on appelle en fait l'expérimentation. C'est le fait de prendre une théorie scientifique, qui est d'abord juste une théorie, et on la confronte avec la réalité. S'il y a adéquation entre la théorie et le réel, et là on va parler maintenant de vérité scientifique. C'est pourquoi on dit que la science prouve ses dires. Cela veut dire que quand une science avance une théorie, cette même science va prouver cette théorie. Et dès l'instant qu'il y a l'idée de preuve, il y a l'idée de quel genre de vérité. S'il y a preuve, on peut dire qu'il y a une vérité qui est exacte. Oui. Dès l'instant qu'il y a preuve, on va parler de vérité exacte. Attention, là aussi, on doit s'arrêter. Parce que souvent, à force de dire que les vérités scientifiques sont exactes, les élèves ont tendance même à écrire souvent dans leur copie que les vérités scientifiques sont absolues. Il n'y a de vérité absolue qu'au sein de la religion. C'est la seule discipline qui parvient à donner une vérité absolue. Parce que qu'entendons-nous par absolu? C'est-à-dire une vérité qui est la même partout, non seulement qui est éternelle, qui est figée, qui est inchangeable. Or, l'humain, faillible, capable de faire des erreurs, il ne peut pas trouver une vérité qui soit absolue. Pourquoi? Parce que c'est la raison pour laquelle Karl Popper, un brillant épistémologue allemand, nous parle de ce qu'on appelle le faillibilisme de la science. La science, elle est faillible parce qu'elle est capable de se tromper. Il y a tout un tas d'erreurs dans la connaissance scientifique. Au-delà des Pyrénées et au-delà. Très bien. Oui. Et raison pour laquelle on dit que, il y a même Gaston Bachelard qui nous dit qu'en physique, par exemple, les vérités d'aujourd'hui sont les erreurs de demain. Cela veut dire que la science, elle est exacte, certes. Mais ces vérités qui sont exactes, et j'ai envie de dire momentanément, ou bien provisoirement. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent évoluer. Et pourquoi elles évoluent? Parce qu'elles attendent, comme le dit Bachelard, d'être rectifiées. Rectifiées par quoi? Par d'autres théories beaucoup plus vraies, d'autres théories beaucoup plus conformes à la réalité actuelle. Et ce qui enrichit d'ailleurs la science. Très bien, d'où l'idée de progrès scientifique. Oui, s'il y a progrès, c'est parce qu'il y a évolution. Et c'est une belle formule de Bachelard qui dit qu'en fait, la science a l'âge de ses instruments. La science a l'âge de ses instruments, cela veut dire quoi? Que donc, la connaissance scientifique aujourd'hui correspond au niveau de développement technique. Mais quand, par exemple, la technique avance, la technique progresse, les machines deviennent beaucoup plus sophistiquées, mais nécessairement, la connaissance scientifique, elle aussi, elle va évoluer. Et il y a pas mal de vérités scientifiques qui ont changé dans le temps. Surtout. Et j'en cite juste quelques exemples. Comme je parle aux apprenants, aux élèves de terminale, j'ai fait tout pour simplifier ce que j'ai dit. Par exemple, on nous apprenait qu'il y a 9 planètes dans le monde. Mais au fur et à mesure qu'on avance, les historiens ont fini par dire que, attention, il y a une de ces planètes-là qui n'a pas la taille d'une planète, et on l'a enlevée. Aujourd'hui, on parle de 8 planètes, par exemple. On disait que, par exemple, l'issue est l'ancêtre de l'humanité. Il fut des temps, on disait que l'issue est l'ancêtre de l'humanité. Aujourd'hui, on nous parle de Toumaï, qui a été trouvé au lac Tchad, je pense bien. Et encore et encore. Et d'ailleurs, les scientifiques disaient que chaque corps qui brûle perd son poids, mais on sait qu'avec le plomb, le plomb augmente son poids quand il brûle, par exemple. Très bien. Papa Lune, la prochaine fois, je vais prendre la place du journaliste et vous allez venir faire le coup, parce que ce que vous dites est tellement bien. Et c'est de cela qu'il s'agit, en réalité. Donc la science progresse par rectification. En fait, c'est pourquoi on dit que c'est une somme d'erreurs corrigées. Pourquoi? Parce que donc, ces vérités sont certes exactes, mais elles ne sont pas absolues. Elles sont exactes, mais elles sont provisoires, elles sont momentanées, elles peuvent changer dans le temps. Et de ce point de vue, cette exactitude aussi va différencier la philosophie et la connaissance scientifique, parce que tout le monde sait que l'inexactitude, l'incertitude sont des caractéristiques fondamentales de la connaissance philosophique. C'est de cela qu'il s'agit. Professeur, je vous coupe. Malheureusement, ça part vite. C'est la fin du cours, mais pas de la leçon. Je promets aux apprenants que nous allons continuer cette leçon. Dès demain, on va continuer ces leçons sur la philosophie et la science parce que c'est un cours très passionnant, très passionné et très élucidé d'ailleurs, comme nous sommes en sciences. En tout cas, merci d'être là. Nous n'avions pas senti le temps. Peut-être les scientifiques nous diront pourquoi. En tout cas, merci pour ce brillant cours, mais nous allons continuer. Ça passe rapidement, mais c'est le charme de e-école. Nous allons mettre de l'eau dans la bouche des apprenants, comme chaque cours, les cours de mathématiques, de littérature, de sciences physiques avec des SVT, etc. C'est e-école. Nous sommes là pour aider les élèves, aider les apprenants frappés par la pandémie de Covid-19. Vous enseignez à Kaolack. Un petit mot pour les élèves qui sont à Kaolack, qui nous regardent à travers ITV. Merci. Je leur demande de toujours être connectés sur ITV et de regarder ces émissions. Et j'en profite pour vous féliciter et aussi féliciter et remercier le doyen Songué qui a tout fait pour que je vienne apporter ma modeste contribution à cet élan de solidarité que vous avez créé pour permettre
permettre aux apprenants de rester chez eux et de bénéficier d'un appui pédagogique remarquable. Je vous félicite et je dis bravo à ITV. Bravo également à vous, professeurs. Vous êtes des soldats de l'éducation. Et en cette période de guerre sanitaire, vous manifestez votre patriotisme en venant volontairement faire des cours et repartir malgré ce contexte. Merci à tous les professeurs. Merci également, chers élèves, chers apprenants, qui vous êtes toujours fidèles à ce rendez-vous, cette émission qui permet un peu aux élèves de franchir les portes des classes tout en restant chez vous. Restez chez vous, respectez les normes édictées par les autorités sanitaires. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, juste après le point de presse du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous allons encore parler de la philosophie et de la science.